En 6 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a littéralement cramé la caisse. Après le Covid et sa politique aussi liberticide qu'exorbitante, vous payez à présent cash l'incurie de nos dirigeants dans le secteur énergétique. Les amis d'Emmanuel Macron ont fait entrer la France dans un marché européen pour détruire notre compétitivité. Ils vous ont fait ensuite payer des éoliennes polluantes et fabriquées en Chine pour fournir à peine 6% de notre énergie. Et cerise sur le gâteau, ces fous de Bruxelles ont ensuite édicté des sanctions délirantes contre les énergies russes, sans résultat pour la paix, mais en nous privant de gaz et donc d'électricité à prix abordable. Tout honte bu, ces lumières ont ensuite menacé les Français de coupures d'électricité s'ils ne faisaient pas preuve de sobriété énergétique. Et pour couronner le tout, alors que le pays sombre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a trouvé le temps de publier un roman au relent pornographique, le tout salué par la presse du système à la botte du pouvoir. Ils sont indécents, ils mentent et ils se paient notre tête. Avec ces pieds nickelés toxiques, les artisans crèvent, les entreprises ferment et la facture d'électricité de TVL a quant à elle été multipliée par 6. Cette clique met en péril notre survie et ces liens que nous avons tissés depuis 10 ans ensemble. Grâce à son indépendance, grâce à vous, TVL incarne pourtant l'alternative à l'information suffocante des médias du système. En finançant TVL, vous participez activement au contre-pouvoir, alors aidez-nous, financez TVL et soyez acteurs du changement. Je compte sur vous. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en particulier dans la foulée de cette grande fête du Sacré-Cœur qu'on vient de célébrer et que certains d'entre vous recélèbrent aujourd'hui dimanche. Au programme aujourd'hui, 3 séquences comme d'habitude. D'abord, nous recevons Philippe Maxence pour parler de la réédition de 3 opuscules de Jean Madiran que les éditions de l'Homme Nouveau viennent de préparer, de publier. Puis nous recevrons Aymeric Pourbet, le patron de France Catholique, qui nous présentera son hebdomadaire. Et enfin, nous recevrons par Skype Philippe Arnon, qui vient de publier un roman intitulé Marie de Coulonges, qui est un débat entre une petite fille, une jeune fille, et Jésus sur le mystère du mal. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Maxence. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume de Sulois. Vous êtes le patron de l'Homme Nouveau, quinzomadaire je crois. Bimensuel catholique, qui a quelques décennies d'existence, défense de la doctrine sociale de l'Église en particulier. Et vous venez de publier, c'est pour ça que vous venez aujourd'hui, vous venez de publier un recueil d'opuscules de Jean Madiran sur le bien commun. 3 opuscules, de la justice sociale, le principe de totalité et cours précis de la loi naturelle. Pourquoi cette réédition ? Alors tout d'abord, ce livre voulu par Jean Madiran, je rappelle peut-être qui il était, c'est on va dire un penseur chrétien, un homme engagé qui a créé la revue Itinéraire et c'est l'un des cofondateurs du Quotidien Présent. Mais qui a eu aussi, on finit par l'ignorer parce qu'on l'a, en tous les cas ses adversaires l'ont beaucoup réduit à une figure de polémiste, ce qu'il était, il avait une intelligence très fine et un verbe très acéré, donc sans conteste était-il polémiste, mais par ailleurs il a fait un véritable travail de philosophie à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, et dans les années 60 il avait publié 2 opuscules. L'un consacré à la notion de justice sociale, qui est un concept de la doctrine sociale de l'Église, mais qui commençait à subir quelques gauchisations, déformations, et sur lequel il est revenu à travers cet opuscule. Et puis un deuxième opuscule encore plus philosophique, si je puis dire, qui concerne le principe de totalité, qui met en lumière ce qu'est en quelque sorte la primauté du bien commun.
C'est un peu d'ailleurs le prisme général des trois opuscules. Des trois opuscules. Et puis, beaucoup d'années plus tard, plusieurs années plus tard, pardon, dans les années 90, il a publié un cours précis, très didactique, très utile pour les étudiants, les lycéens même, sur ce qu'est la loi naturelle. On parle toujours de loi naturelle dans nos milieux, enfin dans les milieux catholiques, mais sans trop savoir ce que c'est. Et Madiran explique que pour lui-même, déjà pour rappeler très clairement ce que c'est, les implications que ça peut avoir, il a fait ce cours précis. Et à la fin de sa vie, avant de mourir, ça fait 10 ans qu'il est... Enfin, fin juillet, ça fera 10 ans qu'il est mort. Il a voulu réunir ces trois ouvrages en un seul volume qu'il avait intitulé « Du bien commun », parce que cette terminologie, enfin ce thème du bien commun plus exactement, est le fil conducteur de l'ensemble. Peut-être qu'on pourrait parler justement de cet aspect bien commun. Dans les années 50-60, c'est le début du développement du maritainisme dans les plus hautes sphères de l'Église catholique, jusqu'à Vatican II en particulier. En gros, il y a deux interprétations dominantes de saint Thomas d'Aquin au XXe siècle, celle de Charles de Coninck d'un côté, celle de Maritain de l'autre. Le personnalisme, pour faire court, et la primauté du bien commun, là aussi pour faire court, évidemment. Charles de Coninck n'est pas anti-personne, et Maritain n'est pas anti-bien commun, ça va de soi. Mais Maritain va très loin dans le personnalisme, et Charles de Coninck va très loin dans la primauté du bien commun. Madiran est clairement du côté de Charles de Coninck. Tout à fait. D'ailleurs, Charles de Coninck collabora à la revue Itinéraire. Effectivement, c'est exactement dans les années, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, que Charles de Coninck publie. Alors Charles de Coninck, c'est un philosophe, doyen de la faculté de philosophie de l'université Laval à Québec. C'est un Belge, mais qui s'est installé au Canada, enfin au Québec. Il faut faire attention là aussi par rapport à nos habits québécois, qui s'est installé là, qui a développé tout un enseignement fidèle à saint Thomas d'Aquin dans une interprétation strict, mais en même temps ouvert sur les sciences modernes. Et très aristotélicien, peut-être plus que certainement. Alors vous êtes un spécialiste de Maritain, donc je ne me permettrai pas d'avancer trop sur Maritain, mais en tous les cas, Charles de Coninck est invité par Maritain et un certain nombre de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale à signer un manifeste commun contre les totalitarismes, et s'aperçoit que le texte ne lui convainc pas, n'est pas assez précis pour lui, et donc écrit un livre qui s'appelle « De la primauté du bien commun contre les personnalistes », qui va déclencher une grande polémique, parce qu'il n'attaque jamais ouvertement Maritain. Maritain n'est jamais nommé, mais tout le monde comprend que c'est lui qui a la cible. Que c'est lui, et de fait, les archives ont montré depuis que c'était bien Maritain qui était visé. Et de fait, Madiran s'inscrit complètement dans cette filiation, tout en ayant, on le lira dans l'opuscule Le principe de totalité qu'on retrouve ici, tout en prenant en compte les arguments avancés par Maritain, les discutants, tout en ayant une certaine déférence envers Maritain, envers lequel pourtant il avait des préventions. Ne serait-ce que dans l'affaire de l'Action française. C'est ce que j'allais dire. Maritain a pris parti pour Pie XI dans la condamnation de l'Action française, alors que Madiran a porté tout son poids et a donné tous les arguments. Tout son poids philosophique. Alors que Madiran est beaucoup plus jeune, mais fait partie de ceux qui ont soutenu Maurras, de l'école maurassienne, va être reconnu par Maurras. Secrétaire de Maurras, non, pas secrétaire. Alors ça, c'est ce que dit la fiche Wikipédia, mais il faut toujours se méfier de ce que dit parfois Wikipédia. En tout cas, il n'était pas secrétaire, mais il a collaboré à l'Action française. Il a écrit même en première de l'Action française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même une préface de Maurras dans la philosophie politique. Voilà, donc son premier livre, La philosophie politique selon saint Thomas d'Aquin, il a une lettre préface de Charles Maurras. Et Maurras lui aurait dit, je crois qu'il l'a dit à la fois à Jean Housset et à lui-même, mais c'est toujours intéressant, si vous êtes catholique, ne le soyez pas à moitié.
Je pense que c'est une invitation sur laquelle on peut méditer à droite. Absolument. Si on est catholique, il ne faut pas l'être à moitié, notamment au plan philosophique. Et c'est pour ça que cet ouvrage, qui est court, hein, c'est un petit livre, c'est des petits opuscules, mérite d'être travaillé. Mais c'est des opuscules, en fait, c'est des opuscules à une lointaine époque, on travaillait ça en cellule lictus. C'était vraiment fait pour travailler. C'était pas fait. C'est pas un truc qu'on lit sur son oreiller. Oui, c'est ni un livre de plage, ni un livre pour s'endormir. C'est un livre pour travailler. Ouais. Et j'invite en quelque sorte toute cette génération qui était à Chartres ou à Paris d'ailleurs, dans les deux sens. Là, ils ont de la matière, c'est abordable. Je ne parle pas au niveau du prix forcément, mais abordable intellectuellement. Ça leur est destiné de toute façon, et c'était aussi le souci de Madiran. Et est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de son rapport avec... Parce que Madiran était un des grands transmetteurs de la doctrine sociale de l'Église, comme Marcel Clément, que vous connaissez bien à l'Homme Nouveau, comme quelques autres. Ils n'ont pas été légion au XXe siècle. Des gens qui ont pris sérieusement les textes des papes, les ont lus, les ont étudiés, on dit ça, c'est pas compatible avec ça, il faut comprendre comme si. Et là, Madiran, qu'on n'imaginerait pas un grand dévot de Jean XXIII, par exemple. Hein, c'est Madiran, on imagine que c'est un intégriste. Il a beaucoup lu Jean XXIII et on sent que la justice sociale en particulier, c'est très lié à ce débat. Pas entre Jean XXIII et Pie XII, mais comment lire les encycliques de Jean XXIII à la lumière de Pie XII, etc. Oui, on est dans quand il travaille ses ouvrages, on est dans une époque de transition en fait. Absolument. Ils sont encore les gens de cette époque, les catholiques de cette époque, et les gens comme Madiran ou vous citiez Marcel Clément, mais on peut aussi ajouter un esprit qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là, qui est Louis Saleron, sur lequel il y a une biographie qui est parue récemment, qui était vraiment un spécialiste aussi de toutes ces questions-là. Ils sont encore sous la lumière de Pie XII, sous l'éclat en quelque sorte du pontificat de Pie XII. Madiran s'en expliquera quelques années après, que peut-être ça a développé chez eux une papaloterie un peu exagérée, mais en tous les cas, ils essayent de raccorder Jean XXIII, qui n'est pas toujours raccordable. Hein. Je laisse les spécialistes aborder la question, mais de raccorder Jean XXIII à Pie XII, c'est-à-dire à toute la tradition catholique telle qu'elle a été transmise de pape en pape. Et sur le plan social, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a ne serait-ce que le terme socialisation qui est employé par Jean XXIII pour la première fois. Pose question. Alors on se réfère au texte latin. Que veut dire exactement le mot latin utilisé? Alors on pourrait croire que c'est des débats d'érudits un peu déconnectés du réel. Et en fait, l'emploi des mots, les mots ont des conséquences politiques majeures. Ont un sens et ont des conséquences politiques et théologiques même majeures. Donc c'est là où l'esprit vraiment acéré de Madiran, qui reprend les textes, qui les traduit, qui les étudie, qui les compare, et est une aide appréciable pour nous qui n'avons pas à faire tout ce travail en fait. Merci beaucoup, cher Philippe Maxence. Merci beaucoup à vous. Jean Madiran, Du bien commun, 3 opuscules republiés aux éditions de l'Homme Nouveau pour 20 €, et c'est vraiment un bouquin que je ne saurais trop vous conseiller, amis téléspectateurs, de lire, de relire et de travailler. Merci Philippe. Merci beaucoup. Sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir Aymeric Pourbet. Bonjour Aymeric. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur de France Catholique, vieux journal de la presse catholique, qui date d'avant la guerre, non? 1924, on va fêter le centenaire l'année prochaine. C'est le général de Castelnau, c'est la Fédération nationale catholique qui avait lancé ça. Absolument, au moment du retour au pouvoir des gauches, du cartel des gauches, plus exactement. Et donc du laïcisme militant. Voilà, et donc il a passé ses premiers éditoriaux chaque semaine à dénoncer la franc-maçonnerie dans le journal, dans son journal. Excellent début. Mais ça a été aussi le grand soutien des non-conformistes des années 30. Fabrègue était un des grands directeurs d'avant-guerre, rédacteur en chef, je ne sais plus, était un des grands noms des non-conformistes des années 30. Et puis après ça a été aussi un des hebdomadaires
dédié à la doctrine sociale de l'Église. Oui, enfin, effectivement, l'aspect culturel a toujours été très important dans France Catho, hein, de nourrir vraiment ses lecteurs, d'essayer de les élever. Et de fait, après la Deuxième Guerre, ça a été un peu le carrefour on va dire, de tout ce qui était intellectuel chez les catholiques français. Et donc, effectivement, tous les grands noms y passaient pour leurs chroniques ou de manière épisodique. Mais c'était vraiment un carrefour. Et alors, on a beaucoup dit que ça avait été la version droite face au témoignage chrétien ou à parce que dans les années d'après-guerre, il y avait un fort pôle sympathisant communiste, disons, et un pôle de résistance au communisme, France catholique étant l'un des abcès de fixation de la résistance au communisme. C'est vrai qu'on les a souvent opposés dans cette période-là, et de fait, France catholique a toujours été fidèle à l'Église, au pape, à Rome, donc l'Église catholique et romaine, hein, comme on dit, et ça a été sa ligne directrice depuis le début, hein. C'est le général de Castelnau qui était un grand catholique. Hein, ça c'est sûr. Capucin botté, on disait. Voilà, exactement, ça lui a, dit-on, coûté son bâton de maréchal. Mais en tout cas, voilà, la ligne était donnée et le journal n'a jamais dévié tout au long de ces années. Et donc aujourd'hui encore, la France catholique est sur cette ligne ? Absolument. C'est le journal, je dirais, de l'infanterie. D'accord, ça me plaît beaucoup. Voilà, on ne rentre pas forcément dans les débats internes de l'Église. Voilà, c'est la fidélité, encore une fois, à l'Église, à son magistère depuis toujours, et sans trop se poser de questions, mais vraiment dans une fidélité qui est au jour le jour. Et obéissance au magistère et à la tradition. Voilà, exactement. Et donc le sujet de telle déclaration du pape, on n'est pas moyennement... C'est pas votre sujet, en fait. Non, on ne va pas rentrer, effectivement, dans est-ce qu'on est pour ou contre le pape. Voilà, le pape, c'est le pape. Après, on peut ne pas l'aimer ou aimer certaines de ses déclarations, mais pour nous, c'est pas le sujet, effectivement. D'accord, donc c'est vraiment, j'allais dire, l'hebdomadaire de la fidélité. Exactement. Et il a quand même été rénové, en quelque sorte. Ça fait quelques années, donc vous êtes le directeur. Et je pense pas que ce soit un secret que Vincent Bolloré a racheté, je crois, le titre et proposé un développement. Qu'est-ce que ça change que ça soit Vincent Bolloré ? Est-ce que c'est... Alors, en soi, ça change tout dans le sens où le journal, quand même, on peut le dire, était porté, quoi. Oui, et puis était quand même en grande difficulté financière. Donc, de fait, ça lui a permis de relancer, de donner une nouvelle jeunesse. Après, l'avantage aussi, c'est qu'il nous laisse très libre bien sûr, il approuve, mais le projet, c'est la transmission. C'est-à-dire que c'est se projeter en direction des nouvelles générations. On sait tous qu'il y a une crise de la transmission et donc il faut des outils. On n'est pas le seul, bien sûr, mais on veut participer à notre mesure. Et de fait, on a le sentiment que ça marche puisque le journal a quand même, depuis la reprise, progressé en termes d'abonnement. C'est pas le seul critère, mais néanmoins c'est quand même intéressant de montrer que ça répond à une demande et pas uniquement, je dirais, chez les personnes âgées, mais aussi chez des jeunes, chez des familles. On a mis un cahier enfant, par exemple, au milieu de 4 pages. C'est du caté, pour faire simple, tout en s'amusant, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment la transmission, l'éducation, le souci des jeunes générations. Et notre slogan, si je puis dire, c'est donner des racines au futur. Voilà, ça dit l'intention qui nous anime, qui est peut-être effectivement un ajout par rapport à l'ADN de France catholique depuis toujours. D'accord. Et alors, quand vous dites transmission, vous faites des efforts significatifs pour proposer aux jeunes familles ou proposer aux jeunes tout court de s'abonner ? Comment ça se passe ? Alors déjà, on a pris la décision, le groupe Bolloré a pris la décision de mettre un prix qui est très accessible. Hein, évidemment, excusez-moi de parler d'argent, mais ça fait partie de l'équation, bien sûr, voilà. dans la presse en particulier. Un abonnement à 55 € par an. Voilà. Je ne dis pas que ça va porter toutes les bourses, hein, parce qu'il y en a effectivement qui nous disent qu'ils ne peuvent pas, mais néanmoins, c'est quand même accessible. C'est accessible, Et ça, c'est vraiment une volonté, parce que la presse coûte cher, mais néanmoins, cette volonté du groupe Bolloré de rendre cette transmission possible et accessible au plus grand nombre. D'accord. Et il y a des messages spécifiques parce que on voit très bien France catholique comme, j'allais dire, pardon de l'expression, mais un peu le pôle de fixation de la tradition dans la presse catholique mainstream, entre guillemets. Il y a évidemment de la presse plus spécialisée en liturgie, plus spécialisée en catéchisme, plus spécialisée en ceci ou cela. Mais vous êtes généraliste, ce qui est un positionnement très spécifique. Hein, c'est paradoxal de dire que généraliste c'est spécifique, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Et donc d'un côté, vous êtes généraliste, et de l'autre, vous visez cette transmission. Comment est-ce qu'on peut faire les deux à la fois, si je puis dire? D'abord, en ayant un langage qu'on veut le plus accessible possible. C'est vrai que moi, je suis très attentif à cela. Et le fait d'avoir des émissions de télévision où on s'adresse à un plus grand nombre, et donc il faut vulgariser, je crois que c'est très important. Il est important, il est essentiel même que les cathos ne restent pas entre eux, ne serait-ce qu'au niveau du langage. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est aussi en ayant le souci, encore une fois, de la jeunesse. Par exemple, on a fait un sujet récemment. Alors nous, on fait des numéros un peu thématiques, c'est-à-dire qu'on choisit d'approfondir un sujet. Là, c'était l'anniversaire, le jubilé de saint Thomas d'Aquin. On a fait un sujet sur tous ces jeunes qui suivent des formations à la lumière ou suivant l'enseignement de saint Thomas. Et il y en a quand même de non négligeables, un peu partout. Et donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un appétit de ça. Et moi, j'ai été frappé de voir, par exemple, au pèlerinage de Chartres, qu'on a couvert aussi à notre manière, de voir ce besoin de formation, cette soif de formation des jeunes qui ne sont pas que des tradis. Il y a 40%, je crois, qui ont soif, tout simplement, et qui viennent là parce qu'ils trouvent à se nourrir à une des sources qui est celle de la tradition, effectivement. Voilà. Et donc, nous, on résonne vraiment avec cet appétit, cette soif-là, et qu'on essaye par exemple, des chroniques éducation aussi pour les jeunes parents, parce que on peut être démunis. Enfin, voilà, ce souci de vulgarisation. On a relancé, par exemple, une chronique d'apologétique. Oui, on l'a reçu, Frédéric Guillot, ici, il y a quelques semaines. Qui est excellent, qui a beaucoup d'humour, de talent. Du coup, on a fait un bouquin, ces chroniques, mais c'est vraiment, c'est quelque chose qui avait peu ou prou disparu. Ça avait disparu du débat public. Et là, on sent que ça revient. Donc, c'est une bonne chose, et on veut un peu être agitateur d'idées comme ça, semaine après semaine. Peut-être qu'on pourrait dire un mot sur le fait qu'on peut découvrir France Catholique. Donc déjà, l'abonnement de base est accessible, mais par ailleurs, vous offrez des abonnements découvertes. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, ça passe comme ça. Il faut qu'on commence à connaître le journal avant, évidemment, de s'engager dans un abonnement. Et donc, on propose 3 semaines de découverte gratuite. C'est tout simple. Il suffit d'aller sur notre site internet, france-catholique.fr, et on trouve assez facilement. Il faut remplir un questionnaire, et puis vous recevez vos 3 numéros, et puis ensuite vous voyez si vous décidez de vous abonner ou pas, bien sûr. Voilà. Longue vie à France Catholique, un siècle, vous préparez quelque chose pour le centenaire? Alors oui, on prépare, on y réfléchit activement. Il y a aussi la famille Castelnau, très présente dans le sud-ouest, qui est évidemment très attentive. Et puis d'ailleurs, il y a eu aussi une transmission, c'est ça qui est intéressant, de la mémoire du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Et donc, il serait aussi, il souhaiterait s'associer d'une manière ou d'une autre. Donc on y réfléchit. Et puis bien sûr, ce positionnement autour de la transmission, qui sera aussi notre axe, je pense, de présentation de ce centenaire. Écoutez, cher Aymeric, bon courage et bon vent pour développer, faire progresser France Catholique. On a besoin de lieux de transmission, et France Catholique en est un. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Monsieur Philippe Arnon. Bonjour, Monsieur Arnon. Bonjour, Monsieur de Thialois. Vous venez de publier un roman intitulé Marie de Coulonges, sa supplication à Jésus, qui est une espèce de débat entre une jeune fille et le Christ sur le mystère du mal. Et qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman ? Je vous cache pas, je suis un peu obsédé par tout ce qui se produit dans le monde depuis que l'humanité existe, toutes les atrocités qui sont perpétrées depuis la nuit des temps, quoi. Et cette petite fille qui est très sensible, de très bonne heure, a pris conscience que l'homme était dans un espace et dans un temps infinitésimal, alors qu'il vivait dans un univers et dans un espace de temps infini. Et ça amène à la réflexion suivante, à savoir que comment l'humanité qui vit un tout petit espace et un tout petit temps dans cette grandiosité de l'espace et de l'univers peut en arriver à passer son temps à s'entre-déchirer.
Donc, voilà la sensibilité de cette petite fille. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse à Dieu, parce qu'elle ne comprend pas. Elle est complètement effarée. Mais non seulement elle ne comprend pas, mais en plus, elle donne des leçons à Jésus, en l'occurrence. Elle lui dit qu'elle aurait créé le monde et sauvé le monde très différemment. Ah non, elle n'a pas du tout cette prétention. Non, elle s'adresse à Dieu. Elle lui dit, mais essayez de faire quelque chose. Alors, avec sa naïveté, son ingénuité, elle dit, pourquoi vous ne feriez pas du monde deux parties, un monde quasi obscur où les méchants s'entre-déchireraient et dans un autre monde où il n'y aurait que de la lumière et il n'y aurait que du respect entre les hommes, de l'amour entre les hommes. C'est très, très naïf, mais c'est très enfantin, mais à la fois c'est très logique, finalement. Oui, ce qui est d'ailleurs ce que l'on sait de la fin du monde, c'est-à-dire un monde dans lequel les méchants vont effectivement s'entre-déchirer, les anges déchus, les damnés vont s'entre-déchirer, et un monde de lumière dans lequel les sauvés, les anges, les saints vont au contraire bénéficier de la lumière et contempler le beau, le bien, le vrai. Vous savez, c'est une petite fille pragmatique. Elle est sur Terre et elle voudrait que les choses se passent sur Terre. Elle ne veut pas attendre la fin de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle reproche toujours à Jésus de parler de l'humanité, mais avec le futur. Toujours en des termes, Jésus emploie le futur. Et ça, elle ne supporte pas ça. Elle veut que les choses se règlent tout de suite. Et elle s'adresse, à travers Jésus, elle s'adresse bien sûr à son Père, à Dieu. Elle lui dit, mais faites quelque chose ici. Mais, parce que si rien, ça veut dire qu'il... Est-ce que cette petite fille, ou est-ce que l'auteur du roman comprend qu'il y a une logique quand même à ce que la liberté soit préservée et que l'homme puisse aller jusqu'à s'entre-déchirer, jusqu'à sa propre destruction, simplement parce que c'est une créature libre et que c'est beau qu'il y ait des créatures libres dans la création. Vous parlez du libre arbitre, là. Oui, absolument. Je vois pas tellement l'intérêt du libre arbitre. Là, le problème, c'est la déchirure profonde entre les hommes qui s'expriment. Mais depuis le début de l'humanité, regardez encore aujourd'hui avec cette guerre en Ukraine, c'est sans arrêt, sans arrêt. Alors le libre arbitre, c'est quand même assez secondaire, quand même vis-à-vis de. Ouais, c'est secondaire si vous ne regardez pas la façon dont l'homme a été créé. L'homme a été créé comme une créature capable de choisir le bien et le mal. L'homme a été créé par Dieu. Oui. Donc on comprend mal que dans la créature de Dieu puisse s'être ingéré le mal. Ça aussi, elle le dit au début du livre. Mais c'est la logique du péché originel qui est justement, puisque c'est une créature libre, elle a pu choisir le mal. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais le péché originel, quand Dieu dit à Adam, tu ne toucheras pas à la science de l'arbre, ça veut dire que finalement, il a la notion du mal en lui. Et quand Adam, sous la suggestion de son épouse Ève, prend le fruit de l'arbre et que Dieu s'insurge contre lui, que Dieu le punit en lui disant, à la femme, tu enfanteras dans la douleur, en disant à l'homme, tu travailleras dans l'effort, la terre. Comme dit l'expression, ils tombent des nues parce que eux, Adam et Ève, ils étaient purs avant, ils étaient en fin de compte une partie de Dieu, vous comprenez ça? C'est tout ça, c'est toutes ces questions que cette petite fille, qui réfléchit beaucoup, mais il ne faut pas oublier quand même qu'elle est née au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle vit la Deuxième Guerre mondiale, et en plus, il y a sa maman qui est morte devant elle. Hein. Donc elle est vraiment touchée par le mal, hein, cette petite fille. Hein. Bien sûr.
En tout cas, c'est une très belle méditation, un peu poétique, sur le mystère du mal. Donc Philippe Arnon, Marie de Coulanges, sa supplication à Jésus, c'est paru aux Presses de la Délivrance. Ça fait 150 pages à peu près, et ça coûte 12 €. Voilà, très, très joli petit roman que je ne saurais trop vous conseiller de lire, chers amis téléspectateurs. Laissez-moi conclure en disant que cette petite fille reste optimiste. Absolument, absolument. Vous avez vu à la fin qu'elle est prête à entreprendre ce qu'elle appelle une renaissance christique. Absolument. Merci beaucoup, cher Philippe Arnon. Ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, donc, nous nous retrouvons. Et d'ici là, que Dieu nous garde.